Bonjour, mon nom est Dave Casey. Je suis le fondateur du Cercle de leaders de l'innovation. Et dans cette série de vidéos qui couvre la thématique de notre réseau en 2024, qui couvrait la gestion de programmes d'innovation. Quand on parle de programme, on parle d'un ensemble de projets qui ont un objectif qui est commun. Fait qu'on parle des projets sur plusieurs années. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur la gestion de programme, je vous invite à regarder les autres vidéos qui couvraient le sujet plus en détail dans cette série. Moi, je vais ici vous parler plus précisément de la gestion des risques dans le cadre d'un programme d'innovation. C'est une vidéo qui va être en deux parties. La première partie va être sur l'identification et la priorisation des risques. Et par la suite, on va être dans une deuxième partie, davantage sur les plans d'action pour agir proactivement dans une dynamique de gestion de risque. Fait que tout d'abord, regardons quelques petits éléments clés quand on parle de gestion de risque dans un cadre d'innovation. Quand on parle d'innovation, il y a un petit corollaire qui dit innovation dit nouveau. Nouveau veut dire incertitude, qui veut dire que incertitude, bien, essentiellement, se résume avec des risques. Fait qu'alors, quand on parle d'innovation, on parle nécessairement de risques. Les risques sont inhérents à toute innovation, on ne s'en sort pas. Et puis, fait que c'est nécessaire de prendre des risques parce qu'on veut créer de la nouveauté, on veut créer quelque chose qu'on n'a peut-être nous jamais fait, d'autres ont peut-être fait ailleurs dans d'autres industries ou même dans notre industrie, mais nous, on n'a jamais fait. Fait qu'on veut gérer proactivement les risques et puis c'est ça qui devient intéressant parce que le fait qu'on soit proactif, on peut agir pour atténuer certains des risques tout en ne retirant pas l'innovation. Fait que si on regarde un risque et on le découpe, de tout d'abord, il y a cette probabilité. Je disais tantôt, c'est une incertitude, on n'est pas certain que ça va se produire. Des fois, les gens m'amènent un truc qui est problématique dans un projet et on me dit, ah ben là, j'ai un risque. Mais as-tu un risque ou tu as un problème? Ben oui, c'est un problème. Ben, un problème, c'est une certitude de 100 Fait que ce n'est pas un risque. La particularité du risque, c'est qu'on n'est pas sûr que ça va se produire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent de fois plusieurs causes qui peuvent provoquer un risque. Je donne un exemple, là, un risque qu'un fournisseur nous livre en retard. Mais quelles seraient les causes qui soient en retard? Ben, ça peut être parce que je lui ai transmis les fichiers en retard. Ça peut être parce qu'il y a eu des difficultés lors de la livraison. Il y a peut-être des difficultés lorsqu'il le produit. Il y a peut-être eu de la difficulté à faire des tests. Il y a peut-être eu des problématiques avec les douanes. Fait que vous voyez, il y a toutes sortes de causes qui pourraient faire que finalement, qui m'occasionnent une perte. Évidemment, dans ce cas-ci, si un fournisseur est en retard, bien, j'ai une perte en temps. Fait que les risques qui vont nous intéresser ici, ce sont des risques qui nécessairement amènent une perte qui est dite négative. Fait que vous avez des composantes d'incertitude, on a la perte et ultimement, on a la composante de temps qui fait qu'à un certain moment, le risque disparaît. On va y revenir un peu plus tard. Alors, regardons l'aspect d'incertitude. On disait tout à l'heure que quand il y a de l'innovation, on a nécessairement du risque et on ne peut pas complètement éliminer le risque. Et par conséquent, la gestion des risques, ça ne peut pas garantir d'avoir aucune surprise. Et ça, ben, c'est particulièrement pas nécessairement motivant lorsqu'on demande du budget pour une gestion de risque et on demande un budget pour gérer les risques, mais on ne va pas tous les avoir éliminés. Fait qu'essentiellement, les gens disent, oui, mais pourquoi je te finance? Ben, essentiellement parce que j'ai atténué des risques qui auraient pu se produire. Mais là, vous me demandez du budget pour quelque chose. Fait qu'imaginez-vous un membre de direction là, qui a des problèmes à gérer tous les jours, et là, vous lui demandez des budgets additionnels pour gérer des risques de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Fait qu'essentiellement, c'est un peu difficile à justifier dans l'organisation, mais les innovateurs agiles et aguerris, proactivement, sont en mesure de bien gérer les risques. Et puis, les événements certains dont je mentionnais tantôt ne sont pas dans la gestion de risque et tout aussi des événements, des risques qui sont des risques associés à l'organisation. Des fois, les gens me disent, ah, ben, il pourrait y avoir une tempête de verglas. Mais ça, c'est un risque pour l'ensemble de l'organisation. Vous n'avez pas, dans votre programme d'innovation, à gérer l'ensemble des risques de l'organisation.
Regardons le côté perte. Fait que nécessairement, je disais tantôt que le risque entraîne des pertes négatives. Il y a des risques positifs. Exemple, que finalement, vous avez 2 fois plus de clients qui étaient prévus. Bon, c'est un beau problème, hein, ce qu'on appelle un problème de riche. Mais essentiellement, dans ce cadre-là, ben, je suis certain que vous allez trouver des solutions. Mais dans notre dynamique ici, on va s'intéresser surtout aux risques qui sont un caractère un peu plus négatif. Fait qu'on gère le risque pour éviter cette perte. Fait que d'abord et avant tout, on veut éviter que ça se produise. Et puis, et les risques positifs dont je parlais tout à l'heure. Par la suite, la composante de temps fait que c'est spécifique à ce programme et puis ce n'est pas un problème de l'organisation. Et il faut préciser l'élément de temps où il faut que ça soit implicite. Je donnais tantôt l'exemple d'un risque d'un fournisseur qui livre en retard, mais du moment que j'ai reçu la livraison du fournisseur, bien, le risque disparaît. Fait que vous voyez qu'à un certain moment, ben, le risque n'existe plus parce que l'incertitude a été complètement atténuée. Et puis, est-ce que c'est parce que j'ai proactivement fait quelque chose? Des fois, oui. Ou c'est parce que finalement, je suis arrivé au moment où que le risque aurait pu se produire et il ne s'est pas produit. Exemple, je pourrais ne pas passer une certification. Ben, si j'arrive et la certification fonctionne, ben, finalement, le risque disparaît. Et puis, fait que si il n'y a pas de composante de temps, si le risque demeure tout le long du projet, ben, c'est le risque d'être en affaires. C'est ce que je retrouve souvent quand les gens vont mettre comme risque. Ah, ben, je pourrais perdre une ressource clé. Ben, essentiellement, c'est un risque d'être en affaires et on ne gère pas la gestion des ressources humaines de l'organisation à même son programme d'innovation. Fait que je vous ai déjà donné quelques exemples. Il y a 2 types de risques. Le premier risque, fait que c'est le risque qui nous frappe de devant. Ça veut dire qu'il est prévisible, qu'il est contrôlable. Si je m'y arrête, je vais peut-être être en mesure de le percevoir ou en tout cas de l'anticiper. Et puis, fait que pour ceux qui ont des enfants, vous comprenez ce que je veux dire. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, j'ai aussi pensé à vous. Fait que, on est par la suite, il y a des risques qui vont nous frapper davantage de derrière. Fait que des risques qui sont pas anticipables, incontrôlables, politiques, économiques, crise de verglas, que je disais tout à l'heure, ou voir une méga tempête de neige qui paralyse une ville pendant une semaine. Fait que vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Fait que les risques qui nous intéressent, c'est ceux qui nous frappent de devant, qui sont davantage prévisibles et contrôlables. Fait que si je résume, les risques, c'est la possibilité d'un événement non désiré qui affecterait mon programme et la gestion des risques, ça va être d'identifier et de contrôler proactivement ces éléments non désirés. Fait que je vous montre le processus. On va attaquer 2 étapes. Aujourd'hui, identifier les risques, par la suite, prioriser les risques, établir un plan d'action et par la suite, faire des suivis. Beaucoup font que l'étape 1. Ils identifient les risques, puis finalement, ça s'arrête là et il n'y a plus rien qui se produit. Et ça, ben, c'est vraiment malheureux parce que finalement, ça a servi absolument à rien. Des fois, j'ai des gens qui vont m'arriver puis vont dire ah oui, oui, j'en avais entendu parler, puis, mais essentiellement, on l'avait mis dans notre plan d'action, pas dans le plan d'action, mais on l'avait identifié dans le plan de projet, mais parce qu'on n'a rien fait avec le risque, ben, ça n'a rien servi. Fait que si vous êtes que pour identifier les risques, voire même les prioriser et rien faire avec, ben, ça ne sert à rien de faire l'étape 1 et 2 si vous ne faites pas l'étape 3, qui sera une vidéo subséquente. Fait que regardons l'étape 1. Et puis, c'est l'étape avec laquelle on va identifier les risques. On va vouloir par la suite rappelez-vous, qui vont inclure de l'incertitude, une possibilité de perte, il y a la composante de temps fait qu'à un certain moment, le risque va disparaître. On va souvent procéder par activité de remue-ménage. C'est l'occasion de faire venir les experts dans votre organisation, ceux qui ont beaucoup de vécu. Tu sais, la personne grincheuse que vous ne voulez jamais dans votre projet. Bien là, dans un cadre de gestion de risque, cette personne-là, vous l'avez peut-être. Et puis, des fois, les gens vont avoir bâti des listes de risques de projets précédents. Mais ce qu'on veut faire, c'est ressortir le maximum de risques. Des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer
ce qu'on va appeler une structure de découpage de projet ou un work breakdown structure. Puis on va venir regarder chacune de ces composantes. Des fois, les gens vont regarder différentes étapes et puis ça va nous permettre d'identifier des risques à différentes étapes. Tout est des façons de faire avec lesquelles que l'on peut identifier des risques. Je vais vous donner un cas avec lequel j'avais travaillé avec Texel, avec lesquels qui cherchaient à mettre de la fibre végétale dans l'automobile. Texel, qui sont des spécialistes de textiles et qui font des textiles non tissés, qu'on appelle, c'est-à-dire qui sont de type feutre. Et puis, fait que c'est ce qu'on appelle des textiles qui sont cardés. Fait qu'essentiellement, où retrouve-t-on du textile dans une voiture? Ben, on en fait partout. Dans les portes, dans les hoods. En fait, le textile est utilisé pour atténuer le son, pour donner du confort. Vous en avez, en fait, et même à l'arrière dans la valise, il est compressé sous chaleur, qui devient rigide, en fait, mais il y a du textile partout dans une voiture. Et l'intention ici était réellement de mettre en place des fibres végétales au niveau des textiles qui auraient pu, lors de la fin de vie utile de la voiture, ben, recycler le métal, recycler le plastique et faire composter la partie associée qui, malheureusement, n'est pas recyclée actuellement dans la voiture. Et c'était réellement l'intention. Fait que j'ai été convoqué pour faire cette identification des risques. Et puis, ben, je vais revenir sur cette image. Et puis, fait intéressant, j'avais fait une entente avec le président à l'époque. J'ai dit, OK, je vais identifier les risques ou animer cette gestion des risques à une condition que si, lorsque vous allez voir l'ensemble des risques, vous n'allez pas tuer le programme. Et puis, il ne comprenait pas ce que je voulais dire, jusqu'à temps que finalement, on fait une activité avec lesquelles on avait identifié les risques par type de risque. Des risques de marché, des risques opérationnels, des risques techniques, des risques réglementaires et ainsi de suite. Et on avait une salle qui était remplie. Les murs, en fait, étaient tapissés de risques. Et lorsque le président a rentré, ben, essentiellement, il a regardé le tout, il a dit, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, ça, c'est les risques qu'on a identifiés. Et puis, il a fait, ben, on arrête ça dès maintenant. Et puis, j'étais revenu au président, je dis, hey, vous vous rappelez, on a fait une entente. Et c'est ce qui se produit dans la gestion des risques dans bien des cas, c'est que lorsqu'on est mis devant cette réalité, ben, essentiellement, ça nous encourage peut-être pas à foncer. Beaucoup d'innovations ont été faites et à posteriori où les gens ont fait, ils se sont dit, si j'avais su tout le défi que j'ai dû passer à travers, je ne sais pas si j'y serais quand même allé. Fait qu'on voit que lorsqu'on fait l'identification des risques, ben, ça peut décourager certains. Fait qu'il faut faire un peu attention. Fait que maintenant, tombons sur l'aspect de priorisation, fait que l'étape 2, de prioriser les risques. Et puis, fait que c'est faire ressortir les risques les plus importants qui vont mériter un effort de gestion parce qu'on ne pourra pas tout gérer. Fait qu'il y a deux façons de prioriser des risques. D'abord, une méthode intuitive, qu'on va utiliser une matrice, et la méthode analytique avec lesquelles on va faire des calculs. Fait que regardons la méthode intuitive d'abord. Fait que la méthode intuitive, ben, essentiellement, première chose qu'on veut, c'est identifier les risques fatals. Un risque fatal, c'est que si ça se produit, ben, essentiellement, le programme est sérieusement compromis ou, en tout cas, ce qui est associé à un projet, probablement que le projet serait mort. Fait qu'évidemment, on va vouloir identifier ces risques fatals-là et les mettre en haut et par la suite pondérer les autres avec une matrice de priorisation. Et puis, les risques fatals se retrouvent toujours en haut et par la suite, les priorités de 1 à 3 qui peuvent utiliser cette matrice. Fait que vous voyez qu'on a à gauche la probabilité d'occurrence et en haut à droite, l'impact. Fait que plus finalement, si vous regardez quelque chose que je vais peut-être me déplacer ici, là, je pense que je suis dans le chemin. Fait que, oups, un instant, je suis allé trop loin. Fait que, allons-y, je vais rester là. Fait que, on voit que si j'ai une probabilité d'occurrence qui est très élevée, bien, que l'impact soit moyen ou élevé, c'est une priorité 1.
À l'inverse, si j'ai un impact qui est très élevé, que ce soit une probabilité d'occurrence élevée ou moyenne, ben, c'est de priorité 1. Fait que vous voyez, c'est une échelle fort simple à comprendre, mais qui me permet de finalement de venir positionner avec une petite grille là, que je me fais sur Excel. Ben, c'est quoi la probabilité d'occurrence, l'impact, et par la suite, j'applique cette grille. Fait que c'est ce qui avait été utilisé, entre autres, avec des gens pour Solio-Agriculture lorsqu'on avait planifié leur gestion des risques pour leur programme d'agriculture durable. Autre méthode, la méthode analytique. Fait que si on a parlé de l'intuitive, ben là, on va regarder l'analytique. C'est des calculs. Fait que lorsqu'on présente une méthode avec des calculs, ben souvent de fois, les gens de direction se sentent beaucoup plus rassurés parce qu'ils vont dire, ah ben oui, ben là, ça a été bien fait. Puis, fait que comment on fait ça? Ben d'abord, il faut regarder c'est quoi la perte probable et puis qu'on pourrait avoir et faire ressortir les risques qui exposent le programme aux plus grandes pertes probables et ultimement sélectionner un top 5 ou un top 10 ou c'est quoi les pertes probables? Fait qu'essentiellement, c'est la cœur du calcul. Fait que c'est la probabilité du risque. C'est quoi la probabilité que ça se produise? C'est-tu 50% des chances, 20%, 10%, 1%? Fois la perte. Fait que si ça se produit, je perds quoi? Je perds une semaine, 2 semaines, un mois? Ou je perds 1 000 10 000 100 000 Fait qu'on peut choisir la perte soit en dollars, soit en temps, mais idéalement, c'est d'utiliser tout un dénominateur, en fait, la même unité de mesure, parce que sinon, on va avoir un peu de difficulté à mesurer et à comparer si on a à moitié de nos risques qui sont en temps et l'autre moitié qui sont en dollars. Fait qu'essentiellement, si je prends ma probabilité de mon risque fois la perte, ben, ça me donne ma perte probable. Fait que l'exemple, si j'ai 0,5 des chances que ça se produit, et si ça se produit, je perds 2 semaines, qui est ma perte, ben, quelle est la perte probable? Ben, ma perte probable est d'une semaine. Fait qu'essentiellement, ben, je vais venir prioriser en fonction de les pertes probables que j'ai les plus élevées. Et fait que si vous voyez ici, vous avez un tableau avec lesquels que vous avez, et puis, ben, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un autre exemple ici, et avec lesquels qu'on va venir prioriser et essentiellement séquencer en fonction des pertes probables les plus élevées. Évidemment, on ne pourra pas tous les gérer. On va gérer que les pertes probables les plus élevées. Bon, la théorie dit que si finalement j'ai une perte probable de 3 semaines et je dois consacrer, par exemple, 1 semaine pour pratiquement éliminer ce risque, ben, ça a valu la peine. À l'inverse, ou la même analogie que j'utiliserais avec des dollars. Si j'ai une perte probable de 10 000 mais je dois investir 2 000 pour pratiquement atténuer à pratiquement zéro le risque. Bien, si j'ai mis 2 000 pour atténuer un risque qui avait une perte probable de 10 000 bien, ça a valu la peine. Mais évidemment, et vous remarquez peut-être quelque chose. Fait que le cœur de ce qu'on remarque, c'est d'où vient la probabilité de 0,3, c'est-à-dire de 30 %? D'où vient la probabilité, d'où vient la perte probable de 10 semaines? En fait, ça vient souvent, finalement, de l'intuition. Fait que lorsqu'on fait de la gestion de risque dans un cadre d'innovation, on ne s'en sort jamais. L'intuition est toujours présente. Fait que c'est pour ça qu'on utilise une méthode intuitive ou une méthode analytique. Ben, c'est que la méthode analytique, je suis venu finalement faire des calculs à partir d'intuition. Et c'est pour ça que la gestion de risque est un travail qu'on va faire de façon collective avec différentes personnes clés. Parce que lorsqu'on a des gens qui ont une expérience variée et on s'entend sur les mêmes résultats, ben, il y a de fortes chances que les résultats soient valables. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non, mais assez valables pour se baser puis en faire une bonne gestion de risque. Fait que voilà ce que j'avais pour vous. Fait que je reviens sur le petit aperçu. On a regardé l'identification des risques, la priorisation avec la méthode analytique et quantitative. Et la prochaine vidéo, on regardera d'établir un plan d'action et ultimement de pouvoir faire un suivi pour l'implantation de ce plan d'action. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. If you haven't already done so, you can get your hands on our popular 60-page visual guidebook for free. Click the link in the description below.
Don't hesitate to watch the next video to learn even more about innovation management practices.